merci d'accueillir Monsieur Jacques Pétry, le PDG d'Albioma. Alors, Albioma, c'est un producteur d'énergie électrique grâce à la valorisation de la biomasse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en plus clair ce que c'est exactement qu'Albioma et comment ça marche? Bonjour à tous, je suis donc Jacques Pétry. Je vais me lever pour vous montrer de quoi il s'agit puisqu'on parle de biomasse. Albioma s'appelait jusqu'à il y a un an Séchilienne Sidec et certains d'entre vous nous connaissent encore sous ce nom-là. Nous sommes producteurs d'électricité à partir de la biomasse. La biomasse, c'est l'ensemble des matières organiques d'origine végétale ou animale à partir desquelles on peut créer de l'énergie, de la vapeur, de l'électricité, éventuellement du gaz par méthanisation. Notre métier historique, celui que nous pratiquons depuis 22 ans, c'est de produire de l'électricité à partir de la bagasse. La bagasse, c'est ça, et vous pourrez venir voir tout à l'heure de quoi il s'agit, c'est le résidu de la production du sucre à partir de la canne à sucre. Ça peut vous paraître mineur, il se trouve que c'est la deuxième ou la troisième source de biomasse sur Terre. Vous avez tous les résidus de bois, à côté des papetiers, à côté des scieurs, mais vous avez tous les résidus de la canne à sucre qui représentent une ressource très importante. Par exemple, à l'île de la Réunion, ça représente 60% de la production électrique de l'île. Au Brésil, potentiellement, ça représente 20% de la production électrique de l'île, du pays, pardonnez-moi. Donc il s'agit d'une ressource très importante. Notre stratégie, telle qu'elle a été clarifiée il y a maintenant 3 ans, c'est d'être dans le monde l'expert de la valorisation énergétique de la biomasse sous toutes ses formes, et en particulier et en priorité de la bagasse. Alors, vous avez parlé à l'instant du Brésil. La bourse, d'ailleurs, a énormément réagi aux annonces brésiliennes récemment, favorablement. Vous pouvez nous en parler de cette initiative au Brésil qui est assez récente finalement et qui se passe plutôt bien? En fait, depuis 22 ans, comme je vous l'ai dit, nous nous sommes développés d'abord dans les DOM. Dans les départements d'outre-mer français, il y a 5 sucreries. Nous servons aujourd'hui 3 d'entre elles avec des usines de cogénération qui valorisent la bagasse. Et nous avons 2 projets avec les 2 dernières sucreries. L'une en Martinique qui va brûler de la bagasse, et quand il n'y a pas de bagasse, puisque la récolte dure 5 mois, qui brûlera des granulés bois, ce que vous avez là. Et puis une autre à Marie-Galante qui sera aussi construite sur le même principe. Donc nous avons progressivement servi l'ensemble des sucreries des départements d'outre-mer. Nous avons fait la même chose à l'île Maurice et constatant que nous avions couvert les marchés d'origine, il nous fallait trouver un nouveau marché. On a choisi le Brésil comme grand marché priorité du groupe à l'international. Le Brésil, c'est 400 sucreries par rapport aux 5 des départements d'outre-mer français. C'est 40% de la production de sucre dans le monde. Donc c'est un terrain de jeu formidable. Et pourquoi est-ce qu'on a une vraie offre à apporter au Brésil? C'est parce que les sucriers brésiliens sont très bons pour produire du sucre ou pour produire de l'éthanol, mais ils sont assez mauvais pour produire de l'électricité et de l'énergie à partir de la bagasse. Leur cœur de métier, c'est le sucre ou l'éthanol. Ce n'est pas la bagasse et l'électricité. En gros, ils produisent 3 fois moins d'électricité par tonne de canne que nous dans nos usines des DOM. Et donc notre enjeu, c'est d'arriver au Brésil et de proposer aux sucriers de racheter leur usine de cogénération, de prendre en charge toute leur bagasse et de sortir plus de kilowattheures par tonne que ce qu'ils ne font. Et nous avons annoncé notre premier projet cette année. Donc le Brésil, c'est un marché potentiel considérable pour nous. Il se trouve que le Brésil aussi a des gros enjeux de création de nouvelles capacités de production électrique. Même si la croissance au Brésil est ralentie aujourd'hui, on estime que la capacité de production électrique devra doubler dans les 10 à 15 ans. C'est-à-dire que le Brésil devra construire une capacité de production équivalente à celle de la France dans les 10 à 15 ans qui viennent. Et la biomasse va jouer un rôle important. Ça ne va pas régler tous les problèmes, mais comme le Brésil a beaucoup construit dans le passé des barrages hydroélectriques et que malheureusement ils ne peuvent plus construire parce qu'ils ont occupé le terrain et ils ne peuvent plus inonder les vallées comme ils l'ont fait dans le passé, eh bien ils doivent trouver d'autres sources de production électrique et la bagasse et la biomasse sont une des sources et nous nous positionnons comme l'expert mondial
de la valorisation à haute performance énergétique de la bagasse. Avec nos performances, la bagasse pourrait représenter environ 20% de la consommation électrique du pays. Alors, vous avez un plan d'investissement qui est assez impressionnant à long terme, si on peut dire. C'est 1 milliard d'euros d'investissement si on se projette à 10 ans, c'est ça, oui. il me semble, jusqu'à Oui, 2023. Oui. Comment on finance un tel parcours? Alors, il faut d'abord relativiser. En gros, nous avons des usines aujourd'hui dont la valeur est 1 milliard. Donc, nous allons doubler de taille en 10 ans. Donc, c'est un rythme d'environ 7% par an de croissance, qui est une croissance soutenue. Il se trouve que dans les départements d'outre-mer français, nous avons des contrats avec EDF qui produisent un cash flow d'environ 100 millions par an. Et donc, nous avons la capacité de monter de nouveaux projets pour financer ce plan d'investissement qui est ambitieux, mais qui est complètement autofinancé, sans faire appel aux actionnaires. Notre entreprise, depuis 1995, n'a pas fait appel au marché et a simplement servi des dividendes et de la croissance. Donc nous équilibrons 50% du résultat est distribué aux actionnaires, 50% réinvesti dans les nouveaux projets. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de votre actionnariat? Il y a un gros fonds dans votre capital, mais il y a aussi énormément de petits porteurs. 18 000, c'est ça? Oui. Alors, nous avons l'honneur et la chance d'avoir 18 000 actionnaires individuels. Je ne vais pas les appeler petits porteurs parce que vous êtes tous des gens très importants pour nous. Notre base actionnariale est diversifiée avec des actionnaires individuels que nous remercions de leur fidélité, pour lesquels nous avons pris des dispositions pour récompenser la fidélité pour autant que les actionnaires en question soient inscrits au nominatif. Et donc nous voulons satisfaire notre base actionnariale individuelle. Et dans le même temps, nous avons des institutionnels. Nous avons un groupe de private equity Apax qui détient 43% et des grands institutionnels français. Cette base actionnariale équilibrée nous satisfait et nous apprécions la confiance qui nous est faite. Et notre positionnement face à vous, actionnaires, c'est un positionnement par lequel nous sommes rentables. Nous avons dès à présent des cash flows pour servir du dividende et dans le même temps, nous investissons dans la croissance de l'entreprise. Alors, on a eu le lancement récemment du fameux PEA-PME. Ouais. Vous êtes éligible, hein, c'est ça, Albioma est éligible. Nous sommes éligibles et nous faisons partie de ces belles entreprises françaises éligibles au PEA-PME et sur lesquelles je crois qu'il est important de communiquer. On n'aura pas le temps aujourd'hui de rentrer beaucoup dans le détail, mais demain, d'abord, il y a une présentation beaucoup plus détaillée pour vous tous si vous le souhaitez. Et il y a un stand où nous pouvons vous donner plus d'informations. Mais effectivement, c'est un des éléments importants de l'entreprise. Et vous faites partie de l'indice CAC PME. Absolument. Oui, tout à fait. Le marché est attentif à ce genre de détails aussi, Oui. sans doute. Justement, un petit mot sur votre cours de bourse. Alors, notre cours de bourse, d'abord, un président n'est jamais totalement satisfait de son cours de bourse, mais ce que l'on peut dire, c'est que depuis 3 ans, la performance a été bonne. On a dû croître de presque 70% en 3 ans. On a une croissance depuis le début de cette année qui est satisfaisante aussi. On a été plus haut qu'aujourd'hui, on est redescendu légèrement, mais globalement, nous sommes attentifs effectivement à satisfaire le marché avec une croissance satisfaisante du cours de bourse. Nous avons été dans le passé, avant l'année 2009, beaucoup plus haut en bourse. C'est ce qui me fait penser qu'avec mes équipes, on doit être capable de continuer de progresser. Alors justement, le marché est attentif aux résultats. Vous les avez annoncés assez récemment sur 9 mois. En fait, sur 9 mois, nous n'avons annoncé que le chiffre d'affaires, qui n'est pas un indicateur très pertinent dans la mesure où il y a un certain nombre d'éléments de coûts qui sont transférés directement à EDF. Donc les chiffres importants sont ceux du semestre et de l'année pleine. Mais vous avez confirmé vos objectifs à cette occasion. Nous avons confirmé les objectifs de guidance pour l'année 2014. Nous avons des objectifs de guidance pour 2016 qui inscrivent une croissance significative avec une marge d'escalier en 2016, avec la mise en route de notre nouvelle usine bagasse biomasse de Martinique. Donc nous avons cette croissance qui est à la fois liée à l'existant et la mise en service de nouvelles capacités de production.
Alors, vous confirmez vos objectifs. D'un autre côté, vous nous avez parlé longuement là, du Brésil. Quand on aborde un marché qui est quand même neuf, qui est nouveau, qui est pour vous, c'est quoi? Il y a des incertitudes, on a vu le risque politique, parce qu'il y a eu des changements politiques. Comment vous appréhendez un nouveau marché aussi énorme que celui du Brésil? On aborde ce marché avec modestie et beaucoup de ténacité. Modestie parce que nous sommes une PME à l'échelle du Grand Brésil. Il ne faut pas être présomptueux, il faut mesurer nos forces et nos faiblesses. Ténacité, on s'est mis à travailler sur le Brésil il y a à peu près 3 ans et on s'est dit on va installer une équipe, on va prendre les meilleurs de l'équipe parisienne pour les installer là-bas parce qu'il faut mettre en place de la compétence. Et nous avions dit nous donnons 3 ans pour sortir un premier projet. En fait, il nous a fallu presque un an et demi, donc c'est allé plus vite que prévu. Et c'est parce que notre arrivée sur le marché correspond à un très bon timing. Les réservoirs hydroélectriques du Brésil sont très bas parce qu'il n'a pas plu depuis 2 ans. Comme les réserves sont basses, les prix de l'électricité sont élevés, donc les prix spot sont très élevés. Nous avons basé notre premier projet sur un prix moyen du kilowattheure, du mégawattheure de 130, 150. Le prix spot a été jusqu'à 800 cette année. Donc notre timing est bon. Ceci dit, il ne faut pas croire que ça va durer pendant 20 ans, mais on a bénéficié d'éléments tarifaires tout à fait bons. Et puis surtout, les sucriers que nous avons en face de nous souffrent en ce moment parce qu'il n'a pas plu, les récoltes sont moins bonnes, donc ils ont besoin de cash. Et notre enjeu, c'est de choisir les sucriers qui sont ceux qui vont consolider l'industrie, ceux qui seront encore là dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, et de les aider à se focaliser sur leur métier cœur, le métier du sucre. Donc on rachète leur cogénération et cet argent qu'on leur donne leur permet de se désendetter, mais surtout de replanter de la canne à sucre ou d'acheter des sols cannières pour agrandir leur surface de collecte. Et donc nous arrivons au bon moment. Si tout était facile pour les sucriers, probablement ils seraient moins intéressés par notre offre. Donc le timing est bon. Toujours sur finalement nos forces et nos faiblesses, on me dit parfois mais pourquoi vous n'allez pas beaucoup plus vite au Brésil ? Je crois qu'il faut être réaliste. La courbe d'apprentissage du pays Brésil est une courbe extrêmement pentue. Donc on a dit qu'on ferait un projet comme celui qu'on a annoncé cette année tous les 12 à 18 mois. Je crois que c'est le bon rythme. Et puis peut-être que dans 3-4 ans, quand on aura pris confiance en nous, on pourra aller plus vite. Mais chaque chose en son temps. Et pour l'instant, nous sommes très heureux du premier projet qui livre une très belle performance économique. Nous avons pris un chef d'usine qui était notre directeur de la centrale de Savannah, à l'île Maurice, qui avait déjà été dans plusieurs de nos usines, qui a accumulé le savoir-faire du groupe Albioma et qui est en train de le mettre en place à Rio Pardo au Brésil. Nous avons une limite en tant que PME en termes de ressources humaines. Des hommes ou des femmes comme celui que j'ai évoqué qui est aujourd'hui à Rio Pardo. Et il y en a une trentaine, une quarantaine dans le groupe, mais il n'y en a pas une réserve sans limite. Donc nous développons. Le jour où on pourra aller plus vite, on le fera. Mais aujourd'hui, étape par étape, un projet tous les 12 à 18 mois. Peut-être des questions dans la salle, parce que le temps passe. Je voudrais dire 2 petits mots encore, oui, si vous m'y autorisez. Et pardon, monsieur, et je vous passe la parole. Le premier, c'est qu'à côté de cette offre bagasse, qui est très importante, nous sommes opportunistes. Et dans les pays où il y a de la canne à sucre, il y a du soleil. Donc nous avons une offre solaire, d'énergie solaire. Nous avons 70 mégawatts installés dans les départements d'outre-mer. Nous avons bénéficié de bons tarifs et c'est complémentaire. Et si un jour les tarifs de rachat d'énergie solaire au Brésil sont suffisants, nous ferons du solaire au Brésil. Et deuxièmement, je voudrais évoquer le fait qu'à côté de toutes ces transformations thermiques de la biomasse, nous avons aussi attaqué un nouveau métier, qui est un métier techniquement difficile, mais que nous voulons attaquer avec ténacité, qui est celui de la méthanisation. Nous nous faisons la main sur quelques petits projets en métropole de méthanisation des déchets d'élevage. Et cette technologie sera appliquée à grande échelle au Brésil sur des déchets qui ne sont pas, que l'on ne peut pas brûler, mais qui peuvent être fermentés, comme les vinasses et les écumes des sucriers. Excusez-moi, monsieur, je vous passe la parole. Merci. Non, allez-y. Vous avez dit à juste titre que vous vous intéressiez aux cours de bourse.
j'ai profité du PEA-PME. Je suis un de vos 18 000 actionnaires. Comment expliquez-vous la performance relativement médiocre de votre titre, justement depuis l'ouverture du PEA-PME? Je ne pense pas qu'il faille relier les deux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une très très bonne réaction du marché au moment où nous avons annoncé le Brésil, l'opération du Brésil. Donc ça, c'était au mois de mars. Là, on est monté jusqu'à 21. Il y a eu un échauffement. Là, le marché aujourd'hui souffre collectivement. On n'est pas les seuls à souffrir, malheureusement. Et on a eu cet effet qui nous a ramené de 21 à 18, 17 aujourd'hui. Je pense qu'il faut regarder la performance long terme. Je suis plutôt assez satisfait de ce qui s'est passé depuis 3 ans. Mais effectivement, aujourd'hui, on a un peu souffert au deuxième semestre. Et l'une des faiblesses de notre titre, et c'est ce que partagent beaucoup des petites entreprises, c'est le flottant. Finalement, on a assez peu de flottants et donc les volumes sont étriqués. Quand quelqu'un veut vendre, ça fait une pression à la baisse sur le titre. Quand quelqu'un veut acheter, ça part dans l'autre sens aussi très vite. Donc on est extrêmement sensible et volatile, mais ça fait partie des joies des petites entreprises, des PME. On me dit qu'il est l'heure. Donc, encore une question. Ah, la dernière, s'il y en a une. Oui, monsieur. J'ai compris que la matière première, c'était la bagasse, et je voulais savoir si vous aviez sécurisé le prix d'achat de cette bagasse avec des contrats long terme. Alors, on est entre nous, je vais vous donner un truc. En fait, on ne paye pas la bagasse. Aujourd'hui? Non, on ne la paye pas, et ni au Brésil, dans aucun de nos projets, on ne la paye. Ce que l'on fait, c'est que l'on dit au sucrier, tu vas me donner toute ta bagasse, et je vais te donner en échange toute l'énergie dont tu as besoin pour produire ton sucre ou ton éthanol. Et je vais faire en sorte de produire beaucoup d'énergie, au-delà de ce que je t'ai donné, pour exporter de l'électricité vers le réseau. Donc, on est vraiment dans un troc. Alors, ça ne s'appelle pas troc parce que c'est interdit de faire du troc dans l'économie moderne, mais c'est un vrai troc bagasse contre énergie du sucrier, et on gagne notre vie sur l'énergie que l'on exporte vers le réseau. Alors vous pourriez me dire, mais est-ce que ça pourra continuer comme ça? Aujourd'hui, cet équilibre satisfait les sucriers avec qui nous travaillons, et on n'a pas de signal nous disant que ça va changer. Merci beaucoup, Monsieur Pétry. Et donc, rendez-vous pour continuer sur votre stand.